in 1952, we had UFOs, as we called them then, flying right over the White House and over the nation's capital. And America was launching fighter aircraft, the airport radars were seeing these things. Il y a un cas qui est très connu, qui date de 1967, c'est le cas de Malmstrom, où effectivement 10 têtes nucléaires ont été désactivées par un OVNI et l'OVNI a été observé par des témoins au sol. La probabilité d'existence de formes de vie et de pensée et d'intellect dans l'univers est admise aujourd'hui par pratiquement 100% des astronomes et des scientifiques. Le ou les témoins sont pris à leur insu dans un mécanisme qui les dépasse complètement et qui appartient en propre à l'hyperphysique OVNI. Donc il y a une intentionnalité derrière. Cette théorie permet d'envisager la possibilité que les ovnis, les engins, les vaisseaux, tout ce qu'on veut, proviennent de l'extérieur de l'espace-temps, même s'ils partent d'une réalité analogue à la nôtre, qui pourrait être une autre planète, pourquoi pas. Alors d'abord, c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle en informatique. Ma formation de base est en mathématiques et astrophysique. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle. Donc je me suis toujours intéressé à l'utilisation des données en sciences, que ce soit plus tard en médecine même et en astrophysique, et dans le domaine des ovnis. Le domaine des ovnis est particulièrement intéressant parce qu'on a des données qui sont complètement disparates, des données qui viennent de toutes les couches de la société et qui ont trait à des phénomènes qui sont à la fois dans le ciel, sur le sol, dans l'espace, mesurés par des appareils totalement différents les uns des autres. Donc il y a une très grande variété de données qui est passionnante du point de vue de la structure de l'information qui peut nous permettre d'identifier un phénomène nouveau. Alors ça c'est vrai. Sur le plan personnel et émotionnel, j'ai aussi bénéficié du fait qu'à l'âge de 15 ans, j'ai vu un objet à Pontoise, à 30 km d'ici. Mais c'était pendant des congés, mon père était à la maison, je l'aidais, mon père était magistrat à Paris, et je l'aidais donc à bricoler essentiellement. Ma mère étant dans le jardin en train de s'occuper des plantes et des fleurs, et ma mère m'appelle en disant qu'il y avait quelque chose dans le ciel qu'il fallait que je voie. Donc je descends la rejoindre et je vois au milieu de l'après-midi avec un ciel bleu absolument parfait. Je pense que c'était en juin ou en juillet. En tout cas, je n'avais pas de cours à ce moment-là, donc c'était à la fin de l'année scolaire. Je vois un objet qui ressemble à une lentille. Si vous prenez une cuillère, si vous voulez, vous regardez juste la cuillère, c'était argenté, mais il y avait aussi dessus un dôme transparent, c'est ce dont je me souviens. On l'avait donc vu tous les deux. Il n'y avait pas de question que c'était là, c'était immobile, à environ un demi-kilomètre dans la direction d'une église qui est maintenant la cathédrale Saint-Maclou à Pontoise. Donc c'était très clair. À cette époque-là, j'étais déjà un apprenti astronome, si on veut, donc je savais évaluer les distances, etc.
O sea, después de que te pasó ese suceso, cuando tenías 12 años, 12 años. empezaste a tener sueños. Sí, que no, para mí eran sueños normales. Peter is a security guard and a devoted family man with a remarkable story to tell about an alien encounter that he claims left him with the Holy Grail, DNA evidence. Au début de l'expérience, quand on commence à être paralysé, imaginez un courant électrique. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont là. Les vrais explorateurs sont des gens qui vont sur les terres inconnues contre l'avis de tout le monde. On est une créature qui est à la fois animée par cette curiosité de la découverte et aussi une peur du changement parce que changer de territoire, c'est s'exposer à des dangers. Okay, so we got the video here. We can reconstruct actually the incident as it happened. There are the hills. That's right. And we see the building. And that's the building, right? Le lendemain, j'en parle à mes camarades dont la maison était sur la colline, à peu près à 1,5 km de chez nous, et je lui parle de ce que j'ai vu. Il me dit qu'il a vu la même chose et lui avait des jumelles. Donc je lui demande de le dessiner et ce qu'il a dessiné était identique à ce que j'avais vu. Mon père était juge d'instruction et ensuite conseiller à la Cour d'appel de Paris. Donc il n'était pas question de faire un rapport officiel ou d'être dans les journaux. On n'a jamais rapporté l'observation, comme beaucoup de gens. La plupart, 90% des gens ne font pas un rapport. Et il m'a gentiment expliqué que le témoignage visuel d'un témoin était toujours sujet à caution, ce qu'il connaissait par son expérience de juge d'instruction, y compris avec des assassins, des gens comme ça. Donc la question de l'information était ouverte. Et qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'avions nouveaux. Il y avait les avions à réaction qui commençaient à être dans le milieu des années 50. Il y avait donc des avions à réaction qu'on commençait à voir, etc. Et que c'était probablement un prototype. Et j'y ai plus pensé pendant 2 ans, jusqu'au moment où j'ai eu des informations d'autres expériences. D'abord, le fameux avion prototype n'avait jamais été révélé. Il n'y a rien qui reste dans le ciel sans faire de bruit pendant un temps appréciable et qui a cette configuration-là. Donc à ce moment-là, j'ai repris la question. J'ai lu un livre d'Aimé Michel qui m'a passionné. Et mon premier job était à l'Observatoire de Paris, où on recevait des lettres de citoyens français qui avaient vu des choses. Et la plupart étaient explicables, donc on était fonctionnaires français, donc on répondait poliment au public. Donc l'Observatoire, j'étais en partie avec d'autres chargé de répondre à ces sollicitations du public, et on leur expliquait ce qu'ils avaient vu, souvent un satellite artificiel. Mais il y avait dans ce flot d'informations, il y avait des cas qu'on ne pouvait pas expliquer. Et c'est là que mon intérêt a vraiment commencé. Et j'ai commencé à interroger d'autres astronomes qui eux-mêmes avaient vu des choses qu'ils n'avaient jamais rapportées à cause du stigma dont on parlait tout à l'heure, du stigma contre ce genre d'informations. Et j'ai commencé à réunir des dossiers qui m'ont convaincu, parce que là, c'était des professionnels de l'observation du ciel, qui faisaient des observations personnelles. J'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer des scientifiques américains, notamment un astronome français qui était devenu américain, Gérard de Vaucouleurs, qui a été le grand pionnier des études spatiales aux États-Unis, qui m'a encouragé en fait à continuer à étudier le phénomène des ovnis. Donc j'ai eu le bénéfice de ce soutien
Et je suis parti travailler au Texas pour lui. Et ensuite, j'ai rencontré le professeur Hynek, qui était astronome lui aussi, près de Chicago, et qui était chargé d'étudier les rapports d'OVNI pour l'armée de l'air américaine, et qui m'a donné l'accès au dossier américain sur les OVNI, au dossier de l'armée de l'air. Et moi, j'apportais les dossiers européens, parce que dans l'intervalle, j'avais utilisé ma formation en informatique pour créer les premières bases de données bien organisées sur les cas d'observation d'OVNI, en éliminant tout ce qui pouvait être des phénomènes secondaires, des phénomènes connexes, donc en gardant que ce qui était véritablement non identifié. Il y en avait des centaines. Donc on a commencé à travailler ensemble sur les dossiers américains. Je crois que on utilise trop la question « est-ce que vous croyez aux ovnis ?» En science, il n'y a pas de croyance. Je ne crois pas à la nébuleuse d'Andromède. Il y a un objet dans le ciel qui s'appelle la nébuleuse d'Andromède parce que sa classification, à cause de son apparition, à cause des phénomènes qu'elle manifeste. Donc pour les ovnis, c'est la même chose. Il y a un phénomène ovni. Il y a des millions de gens qui ont rapporté des observations consistantes d'objets dans le ciel pour lesquels on n'a pas une explication. Donc ce n'est pas une question de croyance, ces rapports sont là. La question, c'est quelles sont, en tant que scientifique, professionnel, quelles sont les hypothèses que je peux émettre qui sont testables. Tout le monde peut lancer des hypothèses. Mais en science, on lance une hypothèse et une méthode pour tester l'hypothèse. On ne fait pas des hypothèses dans le vide. Donc c'est ça qui peut conduire à, non pas encore une fois à une croyance, mais à une interprétation rationnelle d'un phénomène, qui peut être remise en question par vos collègues ou par la génération d'après, ce qui arrive tout le temps en science. Donc encore une fois, je ne crois pas aux électrons. Il y a un phénomène qui s'explique avec le concept d'électron qui est probablement faux, qui recouvre probablement une réalité beaucoup plus complexe, qu'on n'a pas encore comprise. Donc c'est ça la science. Donc les ovnis rentrent complètement dans le domaine scientifique de ce point de vue-là, à partir du moment où on a exclu tous les phénomènes connexes, secondaires, qui peuvent inciter un témoin à penser qu'il a vu un objet, qu'il a vu un ovni. Mais on reste centré sur ce qui reste après analyse. C'est la matière sur laquelle on travaille. Et moi, je pensais que ma contribution n'est pas tellement au point de vue physique, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais plutôt sur le traitement de l'information et la classification de l'information. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, de créer des bases de données appropriées pour servir aux chercheurs. Dans le domaine de l'informatique, où j'ai fait beaucoup de choses, je sais quels sont les outils qu'on peut utiliser et quelles sont les théories sur lesquelles on peut travailler. Le projet le plus récent auquel j'ai travaillé est un projet classifié des services américains qui a rassemblé 260 000 observations sur l'ensemble de la planète, qui venaient en grande partie de mes dossiers, et que j'ai dirigé l'équipe qui a créé la structure appropriée pour étudier ces 260 000 cas, traduits entièrement en anglais sur la même structure. Ces cas venant bien entendu des États-Unis, mais aussi de France, du Portugal, du Brésil, de l'Argentine et d'autres pays. Donc on a créé une base, c'est pas une base de données, c'est une série de bases de données qui recouvrent toute la planète sous les différentes cultures. Donc c'est à partir de ça maintenant que le travail va continuer. Mon hypothèse de départ était l'hypothèse extraterrestre classique,
elle venait de discussions en France en particulier, avec Aimé Michel, avec Pierre Guérin, astronome connu de l'Observatoire de Paris, observation des planètes en particulier, et avec d'autres collègues et quelques membres de l'Académie française qui s'intéressaient à titre personnel au sujet. Bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, la probabilité d'existence de formes de vie et de pensée et d'intellect dans l'univers est admise aujourd'hui par pratiquement 100% des astronomes et des scientifiques. On comprend maintenant comment la vie peut évoluer et se développer jusqu'à créer des identités pensantes et probablement des intellects largement supérieurs aux nôtres. Donc on peut s'attendre à ce qu'on se trouve devant des objets créés par d'autres civilisations dans l'espace qui sont capables de traverser l'espace et de venir nous voir. Donc c'était ma première hypothèse, qui avait déjà été formulée par beaucoup d'autres, et que j'ai essayé de justifier et de quantifier. Malheureusement, ou heureusement, quand on commence à regarder de près les observations, on se trouve devant des contradictions avec cette première hypothèse. Les objets semblent capables d'apparaître et de disparaître sur place, sans traverser l'espace. On a pas mal d'observations auxquelles j'ai participé aux enquêtes, y compris en France, d'objets qui ont décollé du sol et qui ont disparu à 15 mètres, 15 ou 20 mètres, mais qui n'ont pas eu de trajectoire continue pour aller dans l'espace. Ils ont disparu sur place, en pleine vue des témoins. Donc ça pose un problème différent, parce qu'on peut toujours dire c'est des extraterrestres qu'on trouvait une façon d'aller très vite, de faire un trou dans l'espace-temps et puis ils ressortent à l'autre bout. Et ils font en quelques heures un voyage qu'on croyait devoir faire en 200 ans. C'est possible, mais s'ils sortent vraiment de l'espace-temps, la question devient beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il y a d'autres espaces-temps? Ils ne sont pas obligés d'aller dans la même galaxie que nous. Il y a peut-être d'autres... On sait qu'il y a d'autres galaxies, mais il peut aussi y avoir un autre univers avec des galaxies semblables à la nôtre dans un autre univers. Donc ça ouvre tout d'un coup un espace beaucoup plus vaste, et je crois qu'on en est là aujourd'hui dans les discussions scientifiques, on en est là. C'est-à-dire, faut-il remettre en question la théorie extraterrestre au premier degré qui voit ces objets comme des spacecraft, comme des superfusées, si vous voulez, comme des super satellites. En fait, ce qu'on peut observer, ce qu'on a documenté maintenant, est beaucoup plus intéressant parce que ça ouvre des perspectives en physique qui rejoignent les théories physiques de la relativité et au-delà de la relativité. Donc on peut avoir... Les ovnis peuvent nous présenter avec une évidence, un cas d'évidence qui peut nous servir à choisir parmi les différentes théories de l'univers qu'on a à la Sorbonne. Donc de ce point de vue-là, à mon avis, c'est la plus grande valeur de la recherche sur les ovnis, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle peut informer les études théoriques sur la structure de l'univers. On dit beaucoup de choses aujourd'hui sur l'intelligence artificielle parce qu'elle se manifeste maintenant au niveau du langage humain. C'est-à-dire qu'elle comprend le langage humain à un niveau suffisant pour fournir des informations qui seraient difficiles à obtenir par des voies classiques. Donc dans l'économie, ça va être très utile dans le commerce, ça va aussi être utile en sciences.
L'intelligence artificielle dont j'ai pu observer le développement et participer à un certain niveau remonte très loin. J'ai fait un doctorat à l'université Northwestern à Chicago en 1968, en 67 en fait, en intelligence artificielle. Le problème que j'ai résolu, c'était le problème de l'identification des classes d'étoiles dans un catalogue d'étoiles, de toutes les étoiles visibles, quand on cherchait des caractéristiques particulières à des groupes d'étoiles. Avant que mon programme soit opérationnel, il fallait écrire un programme chaque fois qu'on voulait déterminer un groupe d'étoiles, les compter et trouver des pourcentages à l'intérieur de ces groupes, etc. Mon programme répondait à des questions en anglais qu'on pouvait taper sur un ordinateur, sur un clavier, en disant quelle est la proportion de binaires spectroscopiques parmi les étoiles plus bleues que K0. Et ça disait 13,2%. Alors, ça ne répondait pas à des questions en anglais, ça répondait pas en anglais à la question, mais ça comprenait la question en langage naturel. Un astronome ou un étudiant pouvait taper et avoir la réponse instantanément, ce qui gagnait 2 jours. Le temps à ce moment-là d'écrire un programme, de perforer le programme, de l'amener au centre de calcul, de le passer dans la machine et d'avoir le résultat le lendemain. Donc le bénéfice était évident. J'ai toujours cru que l'intelligence artificielle était un compagnon et pas un remplacement ou un grand frère. La théorie du grand frère, j'y crois pas. Évidemment, on peut faire dire à un ordinateur n'importe quoi, mais je crois que l'utilité en sciences, c'est aujourd'hui essentiellement ce que je faisais, mais à un niveau linguistique beaucoup plus vaste, où on peut poser des questions en anglais avec un vocabulaire étendu. Mon vocabulaire à moi, c'était à peu près 300 mots, les 300 mots qui décrivent les étoiles et leurs caractéristiques. Bon. C'était quand même la quatrième thèse de doctorat aux États-Unis en intelligence artificielle, et c'était en 68. Les générations d'après étaient appliquées à l'industrie, par exemple à la gestion des trains, la gestion des locomotives, des choses que les gens ne savent pas, qu'on pourrait leur expliquer très simplement et qui sont absolument fascinantes du point de vue économique et du point de vue industriel. Bon. Et ensuite, d'abord sous l'impulsion, bien sûr, des militaires qui ont besoin d'avoir une discrimination très rapide des objets qui sont vus par les radars ou qui sont vus par un navire de guerre, par exemple, savoir si c'est un satellite, si c'est une fusée, si c'est une bombe, si c'est un drone, et si c'est un avion, quel type d'avion? Est-ce que c'est un des nôtres ou est-ce que c'est un avion russe, un avion chinois? Donc cette application de l'intelligence artificielle nous a conduit à ce qu'on a maintenant, avec en plus toute la richesse linguistique dont on a doté les ordinateurs, qui permet de répondre à des questions en anglais dont on va s'apercevoir qu'elles sont quand même assez limitées. Bon. Surtout quand il s'agit d'extrapoler la réalité d'aujourd'hui. Mais l'ordinateur peut faire un très bon travail de rédaction d'un rapport ou d'un article de journal sur la réalité d'aujourd'hui. Il peut vous dire combien il y a eu de morts à Gaza, et il peut le mettre dans le contexte des discussions qu'il y a autour du monde aujourd'hui. Mais il aurait du mal à vous donner une hypothèse sur la poursuite du conflit et la résolution du conflit. Donc l'être humain reste essentiel. Pour moi, l'intelligence artificielle est un outil de plus qu'on peut avoir soit en sciences, soit dans l'industrie ou dans le commerce. Dans les ovnis, on retrouve tout ça. On retrouve d'abord l'étude des rapports qui doivent être documentés, etc. Là où
l'intelligence artificielle peut faire un travail de classement initial, et puis le test des hypothèses. J'ai fait une présentation aux États-Unis en 1985 en démontrant un système très simple sur un ordinateur portable où l'ordinateur posait des questions appropriées à la description d'une observation d'OVNI et vous conduisait à travers les différentes hypothèses. Et ensuite suggérait aux scientifiques, aux militaires, aux policiers qui est en train d'interviewer la personne, suggérait les questions appropriées à ce type d'observation. On ne pose pas les mêmes questions à quelqu'un qui a vu quelque chose de jour et à quelqu'un qui a vu quelque chose de nuit. Alors, s'il faut remplir un questionnaire, le questionnaire, il couvre tout. Donc les gens sont dégoûtés par les questionnaires et ils les mettent à la poubelle, enfin, c'est évident. Alors qu'un système d'intelligence artificielle peut vous suivre d'une façon conversationnelle. À quelle heure c'était? Est-ce que la nuit était tombée? Dans quelle direction est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'était juste un point lumineux dans le ciel ou est-ce que c'était un globe? Est-ce que c'était quelque chose d'autre? Si c'est un point lumineux dans le ciel, l'ordinateur peut avoir les caractéristiques des satellites qui étaient visibles à ce moment-là et peut vous demander une question qui conduirait à la réponse. C'est-à-dire, vous avez vu le satellite Sigma 2. Donc c'est un outil, comme un marteau ou un tournevis, qui peut vous aider à aller plus vite dans votre recherche et à ne pas perdre le temps de questions qui sont inappropriées à la situation d'aujourd'hui. Je remercie le ciel tous les jours d'avoir vécu suffisamment longtemps pour voir arriver le moment où la question était acceptée comme une question importante. Pendant très longtemps, il y avait ce stigma dont on avait parlé, où c'était ennuyeux les ovnis, c'était quelque chose qui venait nous déranger dans notre vie de tous les jours et dans nos catégories scientifiques. Aujourd'hui, c'est reconnu comme étant un phénomène global, important, dont les solutions sont inconnues, mais qui touche à tous les domaines de la science et de la médecine. Bon. Donc maintenant, on reprend le problème à zéro. Donc c'est absolument passionnant de voir, évidemment, cette mutation, de voir le problème repris. Ma propre position, c'est d'essayer de contribuer à apporter d'abord un historique que j'ai vécu pendant plus d'un demi-siècle sur les hypothèses qui ont été faites, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, où sont les bases de données, où sont les choses qui sont crédibles, de fournir cela à la nouvelle génération. Bon. C'est pas moi qui vais faire le travail suivant. Il y a des recherches que j'en veux continuer, qui sont des recherches personnelles, mais qui sont ponctuelles, disons. Mais ce que je peux contribuer et ce que d'autres que moi peuvent contribuer, c'est l'accès aux données et un historique des hypothèses qui ont déjà été testées, de manière qu'on n'ait pas à tout recommencer à zéro. Et aussi, quelles précautions prendre quand on va déployer des appareils nouveaux, des télescopes comme à l'université Harvard, ou des études sur la biologie comme à l'université de Stanford, puisque ces recherches sont financées maintenant par des millions de dollars avec des équipes derrière, et ça va avancer. Donc, essayer de travailler, je travaille avec les deux équipes, et essayer de leur fournir l'accès aux données qu'on a déjà passé beaucoup de temps à développer. Je crois que c'est un aspect fondamental. Donc c'est là qu'il faut prendre le temps de le faire, et de le faire bien, et de former une nouvelle génération de chercheurs qui va grandir avec ces données, qui n'aura pas à refaire tout le travail qu'on a fait, tout le chemin qu'on a fait depuis des années. Dans la catégorie 7,
où on place ce qu'on a appelé les enlèvements, la probabilité d'un rapport officiel est quasiment nulle. On retombe sur ce que le sociologue Pierre Lagrange a justement qualifié de rumeur. Il y aura une rumeur autour de ce genre d'observation et il y aura très peu de rapports officiels dans les dossiers du gouvernement. Il est difficile de dissocier l'atome ou l'énergie nucléaire du phénomène OVNI. Les deux sont intimement liés et ça on le voit à travers différents aspects historiques. Mais ce qu'on observe, c'est que dès 1945, des apparitions d'OVNI sont apparues en masse au-dessus des principales installations nucléaires, que ce soit des installations de stockage, de production, ou d'entretien de matériaux fissiles donc qui servent à créer des bombes atomiques. Et ceci a été vérifié à multiples reprises, notamment par une récente étude scientifique qui a montré qu'entre 1948 et 1952, les apparitions d'OVNI ont été prépondérantes aux alentours spécifiquement de ce type d'installation et plus qu'ailleurs d'ailleurs. Et ça, c'est ce qui a mis les autorités américaines, que ce soit les services de renseignement ou l'armée, sur le qui-vive et qui a diligenté, entre autres, des programmes d'études officiels sur les OVNI. Mais le lien entre OVNI et nucléaire va beaucoup plus loin que cela. On a vu plus tard, durant les années 60, que des OVNI sont intervenus au-dessus de missiles intercontinentaux et ont même interagi avec les systèmes de ces missiles intercontinentaux. Il y a un cas qui est très connu, qui date de 1967, c'est le cas de Malmström, où effectivement 10 têtes nucléaires ont été désactivées par un OVNI et l'OVNI a été observé par des témoins au sol. Donc voilà, ça c'est un des éléments de l'aspect OVNI nucléaire, mais je dirais de manière générale, ça va même au-delà du nucléaire, puisque c'est toute la thématique de l'écologie qui est concernée par le phénomène OVNI, puisque si on parle maintenant des rencontres rapprochées, donc des témoins qui ont des interactions avec, on va dire, les occupants du phénomène OVNI, eh bien, souvent les messages qui sont reçus sont des messages à connotation écologique qui vont au-delà du nucléaire et qui peuvent concerner le bien-être de la planète de manière générale. Et je pense par exemple à la pollution. C'est vrai que la thématique de l'écologie et du danger potentiel que pose l'arme atomique ou l'utilisation de l'atome, on l'a retrouvée très vite dans l'ufologie contemporaine, donc qui commence à partir de 1947, au travers des discours de ce qu'on appelait à l'époque les contactés, donc des gens qui se disaient en contact avec des extraterrestres, voilà, en chair et en os. Et le discours récurrent était que les armes atomiques pouvaient conduire l'humanité à la destruction. Et ceci a ensuite évolué au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution du phénomène et puis de son interaction avec l'humanité, puisqu'on est passé par plusieurs phases. Et je pense après à une phase qui est importante, qui est la phase de ce qu'on a appelé les abductés ou les enlevés, qui, je dirais, a explosé à la fin des années 80. On a reçu énormément de témoignages. Il y a eu des recherches très importantes qui ont été faites, entre autres par Bud Hopkins, mais aussi par David Jacobs et aussi bien sûr par John Mack. Et puis ce qu'on retrouve dans ces témoignages, ce sont des témoignages qui sont en résonance avec ce que disaient les contactés des années 50. À nouveau, les messages reçus par ce qu'on appelle les enlevés portaient sur une certaine urgence écologique qui concernait aussi l'atome. Alors on peut penser qu'il y a une prévalence du phénomène OVNI aux alentours des installations nucléaires pour des raisons de surveillance, de possibles interventions. On sait qu'à Tchernobyl, c'était en 1986, les ingénieurs qui sont arrivés sur place, c'était de nuit, ont pu observer un globe lumineux tirant comme un rayon en fait sur un des réacteurs. Et il y a eu une baisse importante, je dirais, de la radioactivité qui a été constatée scientifiquement. Donc il y a eu une intervention.
Donc il y a cet aspect-là. Et une autre hypothèse pour expliquer l'intérêt du phénomène OVNI pour le nucléaire serait de dire que peut-être que les explosions et tous les tests atomiques qu'on a fait de 1945 jusqu'aux années 70, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une explosion nucléaire tous les 3 jours, durant une trentaine d'années. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Alors, ces tests avaient autant lieu au sol que sous-sol, que dans l'atmosphère. Maintenant, on sait tous que ces tests n'ont plus lieu et ce sont des simulateurs qui s'en occupent. Voilà. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'explosions nucléaires qui se passaient, alors la plupart du temps dans le désert du Nevada. Il y a des sites dédiés, bien sûr. Et une hypothèse dit que ces explosions atomiques ont un effet ou ont des conséquences, je dirais, dans l'environnement immédiat de ces intelligences qui nous visitent, partant du principe que ces intelligences viendraient d'autres dimensions. Et ça créerait des perturbations dans ces autres dimensions, ce qui provoquerait des apparitions d'OVNI chez nous. Assez rapidement, le gouvernement américain, je dirais au sens large, s'est rendu compte de la réalité du phénomène et a réalisé que ce phénomène n'était pas non plus produit par une quelconque instance du gouvernement américain ni des soviétiques, et a diligenté donc des enquêtes de manière à étudier, récolter les rapports, les étudier, les interpréter, les évaluer et qualifier s'il y avait une menace ou pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces différents projets qui ont eu lieu, il y a d'abord eu SIGN, ensuite Grudge et ensuite Blue Book. Toutes ces enquêtes, toutes ces commissions, au début partaient d'un bon sentiment, c'était de faire vraiment un travail d'enquête et de pouvoir les communiquer au public. Et pris, je dirais, dans une situation qui était incontrôlable, puisque le phénomène OVNI est capable de se produire à n'importe quel moment, n'importe comment et à n'importe qui, eh bien, ces commissions d'enquête se sont transformées en projets de relations publiques. Voilà, ce sont devenus des public relations. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on sait que, par exemple, que pour le projet Blue Book, qui s'est étendu, je crois, de 1952 en tout cas jusqu'à 1969, beaucoup de rapports n'allaient pas jusqu'au projet Blue Book. C'était que les rapports les plus insignifiants et les moins intéressants. Et tous les rapports qui concernaient la sécurité nationale, et en particulier le survol des installations nucléaires, étaient enquêtés par une unité spéciale de l'armée de l'air. Donc c'est bien la preuve que ces programmes ou ces projets sont devenus des projets de relations publiques. Et relations publiques, disons effectivement en faisant ce qu'on appelle du debunking ou du déboulonnage. L'idée était d'expliquer à tout prix les observations. Alors on parlait beaucoup de la planète Vénus, il parlait beaucoup des ballons-sondes, des méprises, des canulars. Mais les études autant officieuses et officielles ont montré que la part, je dirais le noyau dur d'observations inexplicables après enquête se montait en général aux alentours de 20-25%. Donc malgré tous les efforts d'explication et de debunking, il restait quand même un quart d'observations où on n'avait pas d'explication rationnelle. Le programme qui était révélé au grand public s'appelait LETIP. Mais avant ce programme, il y avait un autre programme qui avait un autre nom. Et ce programme a été mis en place par 3 sénateurs assez influents, dont le sénateur Harry Reid. Et le projet n'était pas uniquement d'étudier le phénomène OVNI, mais c'était d'étudier le phénomène OVNI et tous les aspects, je dirais, connexes au phénomène, aussi liés, je dirais, ce qu'on appelle le paranormal, la parapsychologie et le lien avec la conscience. Et tout a commencé au ranch de l'Utah, le Skinwalker Ranch, et c'est là, avec la Defense Intelligence Agency, où a été mis en place un important projet sur l'étude du phénomène OVNI dans une zone qu'on appelle un hotspot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'observations concentrées en un seul endroit, mais qui ne concernent pas uniquement les OVNI, puisqu'il y a eu aussi des apparitions de cryptides et toutes sortes de phénomènes paranormaux. Et l'idée, c'était de comprendre comment fonctionnaient ces phénomènes, les capturer, les analyser et aussi voir comment tous ces différents phénomènes, je dirais, interagissaient ou étaient reliés entre eux.
Et ce programme a donné naissance ensuite au programme sur les ovnis, donc qui s'appelle Le Type, dont le New York Times a fait l'écho en 2017, qui lui visait plus spécifiquement la question de la menace potentielle que posent les ovnis pour la sécurité nationale. Voilà. Est-ce que ce phénomène est une menace et surtout comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses principales caractéristiques? Et le programme a réussi à, je dirais, identifier 5 grandes caractéristiques. L'une d'elles, c'est par exemple les vitesses supersoniques. Une autre, c'est l'illusivité. L'autre, c'est les accélérations foudroyantes. L'autre, c'est la capacité de passer d'un milieu à un autre, c'est-à-dire que ces phénomènes peuvent autant être dans l'atmosphère que sous l'eau, que dans l'espace, sans subir de perturbations. Alors, on a assez peu d'accès aux rapports et aux analyses de l'ETIP. Il y a eu très peu d'informations. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ont découvert des endroits où le phénomène est plus actif, en particulier les endroits où se trouvent des plans d'eau. Le phénomène ovni semble avoir un intérêt pour le milieu aquatique, on va dire de manière générale, et aussi pour le nucléaire. Donc c'était aussi confirmé officiellement. Ce qui a aussi émergé, c'est le lien entre les ovnis et la conscience, c'est-à-dire que le phénomène ovni a un impact sur la conscience des gens, est capable d'altérer, de modifier, d'interagir sur nos perceptions. Et en fait, le phénomène va au-delà de sa physicalité, de sa matérialité. Il y a tout un pan du phénomène qui est lié au psychisme, ce qui a été investigué dans le cadre du Skinwalker Ranch. Alors, les effets du phénomène sont une capacité à anticiper nos actions, nos pensées, à pouvoir percevoir ce qu'il y a dans nos pensées, à rentrer dans notre esprit, ce qu'on appelle la télépathie. Capacité également à prédire ce qui va se produire. On a vraiment l'impression que le phénomène a, je dirais, tout le contrôle sur toutes les manettes de notre espace-temps, est capable de pouvoir interférer à sa guise dans notre environnement sans se faire attraper. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, le phénomène d'élusivité qu'on rencontre beaucoup en ufologie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un aspect très ostentatoire, c'est que le phénomène décide d'être vu par certains témoins, mais dans un contexte qu'il contrôle, tout en étant capable de pouvoir disparaître sans être vraiment attrapé. Ce programme a été secret, je dirais, pour plusieurs raisons. Une raison importante est que dans le monde politique, encore beaucoup, je dirais, d'acteurs influents, que ce soit des sénateurs ou des congressistes, sont assez rétifs à s'intéresser au phénomène ovni. Et il faut dire que quand ces programmes ont été mis en place, ça a un petit peu évolué ces dernières années, il y avait encore un stigma important qui était attaché au phénomène ovni. Je crois qu'il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'utilisation de fonds pour financer la recherche sur les ovnis. C'est peut-être pas une priorité pour un phénomène que beaucoup jugent relevant d'un mythe. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a encore, je dirais, d'un point de vue social et professionnel, c'est un peu comme une patate chaude, c'est-à-dire que personne ne veut vraiment être associé à cette thématique parce que c'est un sujet brûlant qui peut facilement, je dirais, cramer justement en parlant de feu, brûler et cramer votre carrière, autant de professionnels que de politiques. Il y a peut-être encore un troisième facteur, c'est qu'en tout cas parmi les conservateurs aux États-Unis, les vieilles générations, beaucoup, ou un certain nombre, estiment que ce phénomène pourrait être occulte ou sataniste, dans leurs croyances. C'est-à-dire qu'on a une zone aux États-Unis qui s'appelle le Bible Belt, où on a des croyants, des gens assez fervents, des chrétiens très fervents et qui appliquent, je dirais, les principes, les préceptes de la Bible à la lettre. Et pour eux, ce type de phénomènes-là sont des phénomènes qui sont liés au diable
ou à des forces maléfiques. C'est incroyable, on est en 2023, mais on est aussi aux États-Unis avec un héritage culturel, avec une culture, avec une manière de voir le monde. Et ça aussi, c'est un impact sur la manière dont le phénomène ovni est traité par les institutions. Depuis 2017, il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense qu'on est vraiment allé dans la bonne direction. Quand je dis « on », c'est la communauté ufologique, mais c'est aussi tous les courageux politiques qui ont essayé de pousser pour plus de transparence et plus de divulgation. On a eu d'abord des auditions qui ont eu lieu, des auditions autant publiques que des auditions privées. Certains sénateurs, certains congressistes ont été briefés sur le phénomène ovni. On leur a montré des documents, on leur a montré des vidéos qui n'ont pas été montrées au public. Le public a eu le droit à des conférences de presse, autant par des témoins. On a vu Dave Grush, Dave Fravor, Ryan Graves, des pilotes de l'US Navy qui ont témoigné sur ce qu'ils ont pu observer. On a eu également des textes de loi très ambitieux qui vont maintenant obliger le Pentagone, les différentes agences, à dire ce qu'ils savent sur le phénomène ovni, à donner toutes les données qui sont disponibles, et ce, depuis 1945, de manière à savoir ce que le gouvernement sait. Parce que le gouvernement, ce n'est pas un bloc monolithique, ce sont des dizaines d'agences, souvent qui sont en compétition les unes contre les autres, qui ont des agendas différents, qui ont des sensibilités, qui ont des lignes partisanes aussi. Certaines agences sont partisanes. Mais là, on a, je dirais, un focus qui est très intéressant, historiquement parlant, en termes de fenêtres, où il y a un certain consensus, autant chez les démocrates que chez les républicains, pour faire la lumière sur le phénomène ovni. Donc, je pense que ces auditions vont continuer, ces textes de loi vont entrer en force, vont donner plus de protection à ce qu'on appelle les whistleblowers, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, pour que les gens aient maintenant toute la sécurité et toutes les garanties de pouvoir donner des témoignages de qualité pour pouvoir faire ces analyses et rendre compte au public au final. Parce que c'est quand même les taxpayers, comme on dit, les gens qui payent les impôts, c'est la population, le gouvernement est là pour rendre des comptes à la population et pas l'inverse. Et puis même les politiques doivent savoir ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que toute cette histoire d'OVNI est gérée dans des Special Access Programs, qui sont des programmes secrets, dont même les politiques qui votent les budgets sont ignorants de l'existence. Donc tout ça doit sortir à la lumière du jour. On peut faire l'hypothèse qu'il y a effectivement un gouvernement de l'ombre aux États-Unis, et c'est ce qui semble se passer. Il semble avoir un lobby. C'est ce que Eisenhower appelait le lobby militaro-industriel. Quand il a fait son discours d'adieu, il a mis en garde la population américaine contre ce qu'il appelle, oui, le complexe militaro-industriel. Qu'est-ce que c'est? C'est cette alliance entre des grands groupes industriels. On peut nommer Lockheed Martin, on peut nommer Boeing, on peut nommer Raytheon. Ce sont des agents économiques très influents, très puissants, qui sont, je dirais, de connivence ou qui sont de mèche ou qui sont, je dirais, qui participent à un écosystème de savoir qui n'est pas accessible justement au public et aux hommes politiques, aux élus, et qui travaillent dans l'ombre avec certaines personnes dans le gouvernement très bien placées qui gèrent le phénomène ovni. Voilà. C'est une vue qui peut sembler complotiste, mais quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, quand on voit un congressiste comme Tim Burchett qui doit frapper à toutes les portes possibles pour avoir des informations sur les ovnis, qui vous dit « moi j'ai essayé, j'ai posé des questions, on ne veut pas me répondre, on me dit que je n'ai pas les habilitations secret défense pour le faire ». Encore la semaine passée, il a eu le droit à une audition privée, il est ressorti de cette audition, il a été interviewé par des journalistes, il avait l'air fatigué. En revenant, on lui a demandé « mais qu'est-ce que vous avez appris ?» Il a dit «
pas grand-chose et sur ce que je vous ai appris, je ne peux pas vous en parler. Cette vénération du matérialisme nous a fait négliger les éléments immatériels de notre condition. L'humain naît avec un désir d'infini. L'embryon, qui deviendra un fœtus plus tard, a déjà des vies karmiques, l'intellectuel, l'émotionnel. Je faisais une sortie de corps que j'allais voir ce qui se passait chez mes parents. Je vérifiais après. Pour nous, c'est clair que Nicolas est capable d'obtenir des informations sans utiliser ses 5 sens. D'un côté, c'est ouvert et de l'autre côté, c'est verrou. Peut-être qu'il va falloir ouvrir ce verrou. Quand on veut comprendre le mystère de l'eau, il faut d'abord comprendre que chaque chose dans notre monde physique émet une signature électromagnétique. Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes. Marie-Madeleine, elle m'a réconciliée avec mes émotions. Être alignée, être ancrée, c'est être ancrée dans le vivant. Elle va nous dire « Réveille-toi, ose y aller ». Donc il y a encore un secret énorme sur ce dossier. Et s'il y a un secret autant énorme, parce qu'on a des documents qui datent des années 50, 60, même écrits par des sénateurs, je pense par exemple à Barry Goldwater dans les années 70, un sénateur quand même influent, qui disait effectivement on ne me donne pas accès aux informations sur les ovnis. Donc il y a effectivement des acteurs au sein des États-Unis, ce qu'on appelle l'État profond, qui gèrent ce dossier. On le voit maintenant, on le sait, parce que ça ne relève plus, je dirais, d'auteurs ufologiques ou de rumeurs ou des choses qu'on trouve dans des livres. Ce sont des congressistes qui le disent maintenant devant des caméras et ça passe sur Fox News. Donc c'est officiel que cela existe. Donc maintenant, on dit « the ball is rolling » en anglais. Maintenant, la balle est en mouvement, on ne peut plus aller en arrière et on va, je pense, dans un élan de transparence et de divulgation inévitable, puisque c'est de toute façon dans l'air du temps, le temps s'accélère actuellement, tout commence à se savoir, tout se sait de plus en plus de par les moyens techniques qu'on a, on n'est plus dans les années 50, bien sûr, mais ça ne va pas être facile parce qu'il y a, je dirais, 2 camps qui s'affrontent. Le camp pour la transparence, on connaît des acteurs, on a parlé de Lawrence Rockefeller dans les années 90, c'est pas nouveau, c'était des journalistes influents tels que Leslie Kean, mais aussi des lobbyistes influents tels que John Podesta. Mais il y en a d'autres actuellement, je ne vais pas nommer, je ne vais pas tous les citer. Il y a ce camp-là, ce sont autant des républicains que des démocrates, et on a un camp qui est là pour le statu quo et qui trouve trop risqué d'annoncer ce qu'ils savent sur le phénomène ovni. Voilà, donc il y a cette bataille qui est en cours, et puis j'espère qu'on va la gagner, parce que ça fait quand même 70 ans que le gouvernement en sait beaucoup plus qu'il en dit. Et ça, on le sait au travers des documents qui ont été déclassifiés via la loi sur la liberté d'information aux États-Unis qui a été votée en 1974. Pour les prochaines années, je pense que le processus de divulgation va continuer. Enfin, comme dit Lou Elizondo, qui a géré le programme ATIP, la divulgation, ce n'est pas un événement, mais c'est un processus. Le processus est enclenché depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Il s'est accéléré depuis l'article du New York Times. Donc je pense qu'il va être graduel. Je ne m'attends pas à une grande révélation. Je ne vois pas Joe Biden ou son successeur faire une conférence de presse et dire « Écoutez, voilà, on a récupéré un ovni à Roswell, on vous a menti pendant plus de 70 ans. » Ça va poser trop de questions. Les gens vont dire « Attendez, d'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Quelles sont leurs intentions ? Pourquoi vous nous avez menti depuis aussi longtemps ?» Ça va poser plein de problèmes au niveau des relations internationales. Plus ça va quand même déstabiliser, je dirais, les religions, les croyances de manière générale. Et ça peut poser des problèmes aussi économiques. Ça va poser aussi des questions sur l'aspect de propulsion de ces phénomènes ovnis, parce qu'ils ne marchent pas au gazoil, là, on est bien d'accord. Donc il y a beaucoup de questions autour de l'énergie aussi qui vont se poser,
au niveau des lobbies ou même du fonctionnement des institutions. Comment est-ce qu'on peut cacher quelque chose d'aussi énorme, aussi longtemps? C'est peut-être le sujet le plus important de l'humanité, finalement. Donc je ne m'attends pas à ce type de choses, je m'attends à des réévaluations graduelles. Je parlais hier d'ingénierie sociale, la thématique des ovnis devient socialement acceptable, on le voit dans les médias, c'est traité avec de plus en plus de bienveillance et d'objectivité, et je m'en félicite, j'ai vu un changement énorme ces 15 dernières années. Donc ça va être accepté, je dirais, dans l'opinion publique, et ça l'est, je crois déjà. Ça va devenir un sujet très mainstream. Et je pense qu'au compte-gouttes, les informations vont continuer à venir comme ça. Et je pense que, alors j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura une image assez claire sur ce que le gouvernement sait ou ne sait pas sur le phénomène ovni. Pour la CIA, il a dit « À plusieurs occasions, nous avons persuadé les journalistes de retarder, modifier ou même supprimer des histoires qui auraient pu affecter la sécurité nationale. » Donc c'est tout le problème qu'on a avec cette histoire d'OVNI, c'est-à-dire qu'on pousse maintenant beaucoup pour avoir plus de transparence, mais c'est toujours l'argument qui est servi, c'est la sécurité nationale. Et en fait, le problème de la sécurité nationale, c'est que la notion n'est pas clairement définie. Est-ce qu'on parle de protéger les sources ou les méthodes, ou est-ce qu'on parle d'autre chose ? I think it's mathematically certain. In an infinite universe, there's infinite opportunity for life. Organic chemicals, ubiquitous is what we're finding. We recently learned there are hundreds of different ways that organic molecules can become self-replicating and potentially lead to life. We found organic molecules, in fact, amino acids on the asteroid, a segment of the asteroid that was just returned to Earth by the Japanese. So the soup is brewing out there in an infinite number of places. They're all following the same laws of physics as we know. The one system we know well gave rise to life. And I don't think many people really doubt that fact. I think the real issue is people question whether or not that life could ever come into contact with us or visit us. Theoretical physicists are already beginning to identify ways that might be feasible for us in the future. There'll be a lecture about that today at this conference, in fact. But I think, moreover, first of all, we have to bear in mind that, like, for example, my grandfather was born before any aircraft were flying, and he lived to see the man on the moon. We're talking about civilizations that might be not just 1 million years older than us, or 100 million, but even billions of years older than us. It's impossible for us to foresee or really perceive what they might be capable of. I would also point out that a wealthy Russian businessman named Yuri Milner has recently financed a probe that they're planning to send to Alpha Centauri, our nearest interstellar neighbor. It is anticipated it will move at 20% the speed of light and take 20 years to reach Alpha Centauri. The faster you go, the closer you approximate the speed of light, also the slower time passes. Now, if we think about artificial intelligence, we think about the opportunity for very advanced probes to be launched. They could even be self-replicating probes. The galaxy is old enough already that probes like that could have crisscrossed the galaxy 100 times. So, roughly. So, it's entirely plausible to me. It's certainly something that we should not rule out. Well, I guess I'm seeing some different data. Polling data that I've seen suggests that most Americans think there's likely intelligent life out there, that most Americans, a majority, think the government's hiding information on this subject. I know that some of the UFO organizations like the Mutual UFO Network, their membership is, say, 30-40% higher than it was back in 2015. So I'm not sure there really is diminishing interest. I think there's more coverage in the press, the mainstream press, than there ever was before. We didn't have the Defense Department, the National Aeronautics and Space Administration all recognizing this phenomenon is real, it's legitimate, and we should study it. So I hope it's not the case the interest is diminishing. That's not what I'm seeing.
The first thing I would say is there is a lot of photographic evidence, and it's usually of very poor quality, and one of the problems is it's very hard to know if it's reliable or if it's a hoax in this computer age. So anyone can go onto the Mutual UFO Network website and look at the latest reports or reports going back decades. You'll find when smartphones came out, people started getting a lot of pictures. Every week now, people are posting pictures of UAP in that database. And some of them are quite extraordinary, videos and photographs. So there's a lot of photographic data, but smartphones are terrible at taking pictures of things like an aircraft. Think about an aircraft that's 2 miles away with your iPhone. It's very hard to get a decent picture. The other thing I would say is that even when our fighter aircraft get very close, fairly close, and have very powerful instruments, we tend to see a fuzz or like a halo around the vehicles, the objects, whatever they are. We think that may be related to the propulsion system. There may be a very intense electromagnetic field that is interacting with the atmosphere in the immediate vicinity of the craft. These craft might even be manipulating space-time itself. There's one theory about that that would explain a lot of what we're observing with regard to some of these objects. So it could also be a side effect of the propulsion systems. I can't answer that question in any authoritative way. I could only speculate about that. Obviously, there have been hundreds, if not thousands, of landings reported. In some cases, for example, we saw 2 cases today where there were landings here in France and there were physical marks left by that, and scientists are studying that. They're studying the effects on the vegetation and that kind of thing and on the soil. So there certainly have been landings. There have been prominent cases. People say, why don't they land at the White House lawn? What people don't realize is that on 2 consecutive weekends in 1952, we had UFOs, as we called them then, flying right over the White House and over the nation's capital. And America was launching fighter aircraft. The airport radars were seeing these things. It resulted in the largest press conference since World War II. There were block letter headlines in the Washington Post about this. So this kind of thing has happened in other countries. It's happened in Brazil. They had an incredible wave, a flap in Belgium, in other places. So there are some prominent incidents. There have been landings. There have been landings that have been viewed by scores of people. There was a couple of cases of sort of mass sightings of landings near a school, for example, in Africa, and another case in Australia. I think the biggest challenge that we face on this issue is helping people to become familiar with the data. If you dig deep on this and you research this subject, you start to find out, wow, a lot of credible people have seen a lot of credible things. And there's a lot more data than people realize. I'm not leaping to the conclusion that these things are necessarily alien spacecraft, but the problem is, in many cases, we just don't have another hypothesis that works. If it was an occupied planet, I don't know that we would. I don't know that we would want the occupants to see us or identify us. Another thing, the first thing we would probably do is what we observe them doing a great deal, which is trying to identify what possible threats there may be to them. So we see a lot of activity around nuclear weapon sites, and that started early on, and those were the most prominent areas that we saw activity. And lots of it, as I mentioned in the case of Los Alamos, where the security people were kind of flipping out because everybody was seeing these things. Pilots, security people, Air Force people, scientists on the range, et cetera, and they didn't know what to do about it, they didn't know what to make of it, and it could very well be that if you're going to operate in this atmosphere, your first requirement is survival, and so you want to identify what possible threats there might be, and nuclear weapons might even be a threat to anyone. So I don't know the answer to the question, but it wouldn't surprise me. They do seem to be elusive. They don't seem to want to interact with us. What we are seeing today, we're also not seeing any hostility, thankfully, but we are seeing a considerable amount of activity and interest in our military and our military technology.
Well, I don't know that they're going. I mean, we're seeing sustained activity and presence. I think we have to be extremely careful about trying to, about speculating about motives, culture, beliefs, objectives. Look at the surprise attack on Israel the other day and back in 1973. They had plenty of information. I think they'll find when they do their review, as they did in 73. What happened in part was they made the mistake of other people think like we do. We wouldn't do that in that situation because it would be suicidal, it would be crazy, it would be impossible. They wouldn't do it. So one of the things you learn in the intelligence community is to be very cautious about assuming that others think the way you do. If you're talking, we have a hard time within our own species understanding one another, why people are doing what they're doing. Think about an alien race. I mean, who knows? Maybe they're coming here to get hydrogen for fuel. Maybe it's simply to gather information. Maybe they're conducting experiments. I just think that we need to, I'm trying to just stick with the facts and the hard data. And those are really entertaining, interesting questions, but I think we've got to be very cautious about saying, well, we wouldn't do that, so they wouldn't do that. Or we can't do that, so they can't do that. That's the kind of hubris and the anthropocentric perspective that has caused us so many problems in the past. I think we have to strike a balance in our government. There's a lot of information that's legitimately classified. Just because something's classified doesn't mean it's a cover-up. We have to protect certain capabilities. We need them for national security. It's obviously a dangerous world. Having said that, there is more information that could be released, considerably more. And in fact, I heard just the other day that they're revising the classification guide, which should result in more videos, for example, being made available to the public, more reporting being made available. I think we ought to seriously put some money into advanced propulsion research. Right now, what we're seeing in some cases seems to be a proof of principle that things we didn't think were possible are possible. And we probably ought to be putting some money on trying to emulate that and figure that out. We could probably do more to work with and better with the scientific community. We could clear some scientists, and we've done that before, and given them access to a lot of classified data on environmental issues when I was in the government. We could bring more scientists in, and for example, the NASA scientists, and let them access more of the classified data. So I think there's more that we can do, and ultimately it is all about just following the facts and the data. And if it turns out this is ball lightning or some atmospheric phenomenon, then so be it. But I think we ought to vigorously pursue this. Well, I know that's the case, and it's public information, but let's be careful. When I say I know the government knows that there are UFOs and they're real, I'm not saying they know that they're alien spaceships and know that they're real. They've acknowledged that we're having a problem with unidentified aircraft violating US airspace. So they're acknowledging there is a phenomenon. They're not acknowledging, and I'm not claiming, that they're alien manifestations of alien intelligence or interdimensional craft or something like that. The government is definitely not saying that. In fact, they're pushing back hard, being very clear to say we have no evidence of extraterrestrial beings or craft. So when I say that, I'm merely referring to the fact that we have moved the ball from people doubting that there was even a phenomenon at all. Now the government recognizes there's a phenomenon, but there's still a lot of mystery surrounding a small percentage of those sightings that we can't explain. Right, so when I first got into this issue, it was because I learned, I was working at the Pentagon as an unpaid consultant to the Office of Naval Intelligence, and I became aware that we were having dozens, maybe hundreds of violations of restricted DoD airspace off the East Coast, just in that one area alone. There were near mid-air collisions. There was a major safety issue. But I'm thinking about, as an intelligence person, I'm outraged, right? I'm thinking about Pearl Harbor when we had information of adversaries violating airspace and it didn't go up the chain of command. I'm thinking about 9/11.
where intelligence agencies weren't sharing information with one another, and a small group of terrorists were able to inflict immense damage. Now here we have unidentified aircraft violating sovereign airspace within minutes, in some cases, of major cities and things like that. Nobody's reporting it, nobody's doing anything about it, all because of this stigma. Because people are afraid to talk about it, and they're afraid what other people are going to think about them if they talk about it. And so I just thought that was unacceptable. Because there are a lot of closed-minded people that, you know, in those days would say, oh, you're crazy, it would hurt your professional reputation, you might not get promoted. In the Air Force, that would be a black mark against you, that if you came back and reported you saw one of these things, or let anyone think that you even took the issue seriously. People were afraid of that for their personal careers and their reputations. And I guess I wasn't concerned about my reputation. I didn't have one to protect. So I was willing to stick my neck out and try to take that information forward. That's very interesting, and I didn't assume that it wasn't. That was one of my concerns, that it might indeed be Russian or Chinese, and that's obviously something that we need to get on if that's the case. So I wasn't assuming necessarily they were alien aircraft, but since then, as I've learned more information, our government itself has said publicly in several unclassified reports now required by Congress, we see no evidence that any of these things are Russian or Chinese. So we know they're not ours. We don't have any reason to believe they're Russian and Chinese. So who was operating these things? Where are these things coming from? And my understanding of physics and the universe leads me to think that we should not be surprised to encounter particularly intelligent machines. I think unmanned probes, artificial digital intelligences, highly advanced digital intelligences or digital life, I think is something that, given the age of the galaxy and the universe, and we're a very young solar system, other planets have had billions of years of a head start. We already have a probe that's left the solar system. We're launching more probes all the time. We're thinking about sending people to Mars. So the idea that another civilization could have sent even self-replicating probes out into space to explore, gather information, so forth, et cetera, is entirely plausible to me, and I think we should keep an open mind on that. It accelerated to hypersonic speeds without a sonic boom. Scientists will tell you anything going that fast is going to generate plasma. There was no plasma observed. Anything accelerating that degree, nothing made by man could withstand those forces of acceleration, not even close. There's no missile, no fighter aircraft, anything that could survive the forces that normally that craft would be subjected to. Alors, je me suis concentré particulièrement sur les rencontres rapprochées, c'est-à-dire à peu près 13% de l'ensemble des observations. Alors dedans, il y a effectivement ce qu'on appelle des rencontres du troisième type, des apparitions d'humanoïdes, en langage vulgaire, mais ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les rencontres rapprochées, pour deux raisons. La première, c'est que ces cas sont les plus forts vecteurs d'information qui existent. Or, l'ufologie n'est que de l'information. Et deuxièmement, alors c'est plus subjectif, j'ai toujours eu l'impression que ces cas n'étaient pas des observations comme les autres, ce qui est évident, mais c'est pas simplement des observations extraordinaires à l'extrémité de la classification à INEC en fait. Moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et ça entre en relation avec une question, hein, pourquoi ces cas se produisent-ils ? Ça nous amène un tas de choses, et y compris autour de l'observation elle-même. La séquence de ces observations nous a appris certaines choses que l'on sait depuis le début des années 70, ça fait donc 50 ans. Alors ça n'a pas beaucoup infusé, hein, notamment dans le grand public, même dans le milieu ufologique d'ailleurs, mais c'est un peu normal. Bon. Mais même autour de ça, ça nous a appris beaucoup de choses. C'est un petit peu ce que je vais dire demain, je vais commencer par là.
Ça nous a notamment appris quelque chose d'un peu bouleversant qui s'appelle l'intentionnalité. Ce qui veut dire que ces cas, enfin une partie au moins de ces cas, ne se déroulent pas au hasard, ne se produisent pas au hasard comme on l'a pensé pendant des décennies. Donc il faut savoir à quel moment et comment surtout les chercheurs français ont découvert l'intentionnalité. C'est une aventure à laquelle j'ai participé à mon modeste niveau à l'époque. Comment dire ? Un témoin ou des témoins passent par là à vélo et ils observent quelque chose. D'accord ? L'intentionnalité nous montre que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas séparer les observateurs de l'observation. Et pourquoi ça ? Parce que tout indique, tout converge vers ça. Le ou les témoins sont pris à leur insu dans un mécanisme qui les dépasse complètement et qui appartient en propre à l'hyperphysique ovni. Donc il y a une intentionnalité derrière. Et cette intentionnalité transparaît dans tellement de cas, mais c'est par milliers. Et au début des années 70, on a commencé évidemment à se poser certaines questions. Vous savez quels sont les protocoles d'apparition dans les rencontres approchées ? Vous prenez 500 cas, admettons, 500 cas. Il n'y a que 2 protocoles d'apparition. Et l'un des 2 est toujours majoritaire, où que ce soit sur la planète à n'importe quelle époque. C'est le positionnement préalable et l'arrivée impromptue sur zone. Et ils obéissent à des scénarios très précis qui se répètent sans arrêt. En plus, qui sont additionnés d'un 3e élément qui est le stimulus. Alors je vais en parler un petit peu demain. C'est par les stimuli, que l'on a découvert l'intentionnalité. Parce que vous avez certaines situations, un peu dans tous les pays, il y a beaucoup de cas, pas des milliers, mais il y en a beaucoup quand même, où le stimulus, qui est un élément d'appel, a duré 1 heure. 1 heure. Jusqu'à ce que les témoins sortent de chez eux, parce que c'est toujours dans ces circonstances-là, le témoin est dans un espace clos. Et évidemment, c'est à ce moment-là que la séquence a commencé. Quand on s'aperçoit de ça, plus le fait de ces milliers d'observations qui obéissent toujours au même scénario, ce dont on se doutait commence à devenir une certitude. Il y a bien intentionnalité. Alors, 9 fois sur 10, c'est un stimulus sonore, parfois lumineux, mais ça c'est même plus de 9 fois sur 10, c'est peut-être 95 fois sur 100. Après, il y a quelques exceptions. La question essentielle de la recherche et la difficulté essentielle de la recherche, effectivement, puisque cette information, elle vient d'où ? Elle vient d'une interface humaine. Et vous et moi, nous n'y étions pas. Donc, il y a tout un travail, c'est le propre d'un historien, il cherche toujours à mettre en perspective les données disponibles sur le temps long, bien sûr, et en même temps, il trace les sources, ce que pas grand monde ne fait. Et c'est très difficile, très très difficile. Il y a des techniques pour ça, et le résultat, j'ai lu à peu près 7-8 000 notifications de cas, en 50 ans quand même, j'ai retenu péniblement 4% dessus. Et pourquoi ? Mais parce que vous tracez les sources et vous êtes obligé de prendre des décisions quant au filtre. Et ça aboutit à 4%. J'aimerais que ce soit 20%, par exemple. Mais là, il y a des responsabilités humaines là-dedans. Les gens qui font des catalogues et qui mettent n'importe quoi dedans sans faire attention, les enquêtes qui sont plus ou moins bien faites ou pas faites du tout, des rumeurs qui passent pour des enquêtes. Enfin, c'est ce que j'appelle le brouillage humain, en fait. Et le brouillage humain est le pire ennemi de la recherche. Alors, parmi les critères positifs, il y a des éléments objectifs, par exemple la présence de traces au sol, et surtout la présence de témoins multiples. Contrairement à ce qu'on croit, on s'imagine toujours que la rencontre rapprochée concerne un témoin dans un endroit assez isolé, disons. Voilà. Or, c'est faux. Il y a 40% de témoins multiples dans les observations rapprochées. Les statistiques nous disent ça. Alors, c'est souvent dans des endroits effectivement assez isolés, mais pas toujours. Et il y a des cas où ça s'est passé. Le premier gros cas que j'ai enquêté, j'en parlerai demain, c'est un cas qui s'est produit en 1951
sur la place d'une petite bourgade où il y avait 200 personnes. Et il n'y a que 3 témoins qui ont vu l'objet et qui s'en sont approchés presque de vous à moi. Là, ils étaient à 4-5 mètres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce phénomène est capable de se produire en plein jour, ça on le savait, dans un lieu où il y a énormément de monde, et par un phénomène un mécanisme qui est difficile à comprendre, il parvient à ne concerner que 3 observateurs. Mais je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas considérer une rencontre rapprochée sans les témoins. En fait, c'est un tout. Et les témoins ne s'en rendent pas compte, bien sûr, sauf une petite partie des témoins, quand on est enquêteur, qu'on a fait beaucoup d'enquêtes, on s'en aperçoit, qui en ont eu l'intuition. C'est assez curieux. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, monsieur, écoutez, ne le répétez pas, hein, mais moi et ma femme, on a eu l'impression que ça nous était destiné. Mais je ne sais pas vous dire comment ni pourquoi. Il y a un petit nombre qui s'en est aperçu. Et c'est exactement de ça dont il s'agit. Il peut y avoir des cas où les témoins sont choisis. On a quelques cas comme ça. Mais je pense que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Il semble qu'en fait, ce phénomène dans l'intentionnalité isole une partie réduite de l'espace-temps. Et dans cette partie, il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a choisi ces personnes-là spécialement? Pas nécessairement. L'important, c'est de montrer à ce groupe ce qui va être montré. Alors moi, j'en ai peu rencontré personnellement. Je ne suis pas un grand enquêteur, hein, j'en ai fait une centaine d'enquêtes. Parce que j'ai rencontré des gens qui en avaient fait à plus de 500, hein, c'est un autre niveau. Il faut savoir qu'il y a entre 11 et 13% de traces, selon les endroits sur la planète, dans les rencontres rapprochées. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de souligner que la plupart de ces traces appartiennent à ce que j'appelle la phase d'accroche. C'est ce qui commence après la Seconde Guerre mondiale. Là, on va avoir beaucoup de traces, des fois de très grosses traces, et qui ont perduré. Vous avez des cas où la trace a perduré 40 ans. C'était en Espagne. Un cas qui a eu lieu en 1939, c'est Juan Ballester Olmos qui nous le dit. En 1980, les traces étaient encore visibles, les traces de l'objet posé au sol. J'ai travaillé sur un cas qui s'est déroulé en Scanie, c'est-à-dire en Suède du Sud. En mai 1946, les traces sont restées 20 ans dans la clairière, puisqu'en 1962, il y a encore des gens qui louaient, des curieux, qui louaient des jodels, des monomoteurs, hein, voilà, pour survoler les traces et les photographier. Et ce qui fait que pour ce cas-là, si vous cherchez sur Internet, vous arrivez à les trouver, ces photos. Ce qui est très rare. Hein. Parce qu'à cette époque, on a perdu des occasions, mais en or, vu le nombre de traces. Et petit à petit, ça a commencé à diminuer. Vers la fin des années 50, ça commence à diminuer. On en a encore un peu dans les années 60, et puis de moins en moins. Et aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup. La dernière trace dont on a parlé en France, c'est l'affaire de Trans-en-Provence, qui remonte au début des années 80, et depuis, il n'y a plus rien. Donc ça correspondait à une phase très particulière, ça que j'appelle la phase d'accroche. Il y a ce qu'on appelle des données récurrentes, et la plupart des chercheurs, alors il faut définir ce que c'est qu'un chercheur, ce n'est pas une organisation souterraine ou je ne sais quel système, c'est essentiellement des gens qui travaillent dans la discrétion et l'anonymat. C'est le propre d'un chercheur. Moi, après-demain matin, je reprends mon avion, je retourne à mon anonymat. Je ne cherche pas à me mettre en avant, vous ne me trouverez sur aucun réseau social, vous ne me trouverez nulle part. Et tous les chercheurs font ça. Je connais des gens qui travaillent depuis 40 ans sur un thème donné. Je pourrais vous dire leur nom, ça vous dirait absolument rien, ils ne se montrent pas. Mais tous finissent par se connaître et se communiquer, se rencontrer au fil du temps, bien sûr. Et on s'aperçoit, c'est le côté un peu rassurant de cette histoire, c'est qu'ils ont tous constaté la même chose. Ces fameuses données récurrentes, qu'en termes de recherche, on appelle caractéristiques. Qu'est-ce qu'une caractéristique? C'est un invariant statistique qui est présent dans toutes les manifestations OVNI, pas seulement les rencontres, hein, pas seulement les rencontres rapprochées, toutes, au sens de la classification HYNEC. Et elles sont présentes dans une fourchette qui varie. Le plafond haut, ça frise les 100%.
Et le plafond bas, ça varie un peu selon les caractéristiques et le manque d'études aussi, il faut bien dire. Il y a 8 caractéristiques. Les 2 premières sont connues mondialement, puisque c'est la signature de ce phénomène. C'est le comportement physique hors norme, qui ne concerne d'ailleurs pas seulement les déplacements. Il faut avoir eu la chance de voir ça une fois dans sa vie. Non pas pour comprendre, vous ne pouvez pas comprendre l'OVNI, mais pour éprouver le choc de réaliser quelque chose que rien dans votre vie depuis votre enfance ne vous a jamais préparé à voir. Voilà. Donc ça, là on est dans un taux qui est au-dessus de 95% de toutes les manifestations. Et le deuxième, c'est la lumière. Il y a toujours une lumière qui traîne quelque part, que ce soit de jour, de nuit, de loin, de près. Le taux est plus de 90%. Voilà. Donc ces 2 caractéristiques visibles, elles ne sont pas voilées du tout, elles sont assez fortes. L'intentionnalité est une caractéristique voilée. Alors la troisième, c'est le cadre protéiforme. Ça, en termes de recherche, vous devez l'affronter instantanément. C'est ce que j'appelle le kaléidoscope dans mon jargon à moi. Quand vous lisez 300, 400, 500 cas dans la foulée, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un cas qui est pareil que l'autre. C'est ce qu'on appelle le cadre protéiforme. On s'est aperçu de ça dans les années 60. Bon, évidemment, ça a des conséquences. Donc, quand vous traversez ce cadre protéiforme ou le kaléidoscope, c'est une épreuve. Attention, tout le monde n'en sort pas intact. Il arrive un moment, un niveau de profondeur, comme je dis, où une sensation apparaît, c'est le signe, c'est que vous avez de plus en plus l'impression de toujours lire la même chose. Comment cela se peut-il, puisque la forme est totalement différente? Eh bien, ça se peut parce que ce qui remonte, ce sont les caractéristiques du phénomène, c'est-à-dire des données récurrentes. Et ces caractéristiques, vous finissez par les isoler, ça prend du temps, et vous vous apercevez là de quelque chose d'étonnant. Elles forment un ensemble qu'on appelle de plusieurs façons, canevas, matrice, pattern, fond structurel. Bon, peu importe, ça désigne la même chose de toute façon. Vous apercevez que vous avez là un fond qui ne bouge pas et qui est d'une cohérence assez incroyable, puisque vous ne pouvez pas questionner une caractéristique sans vous apercevoir que toutes les autres participent de la réponse. À un point, j'ai rarement vu. Si on parle de métalangage, qu'est-ce qui apparaît comme étant un métalangage? Il se trouve que certains cas, parmi les observations de RR3, sont tellement absurdes et tellement étonnants et sont apparus très progressivement à notre connaissance. Ils sont là depuis longtemps. Mais ce n'est que dans les années 80 qu'on a commencé à comprendre ça. Que nécessairement il faut les analyser à part, et à ce moment-là apparaît quelque chose de très bouleversant, qui est que ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qu'on croit, et que ça ressemble, beaucoup d'indices convergent vers ce qui s'appelle un métalangage, c'est-à-dire une forme de langage très particulier, dont la principale caractéristique, entre autres, est la polysémie, qui signifie plusieurs sens superposés ou intimement mêlés dans sa complexité. Ce qui explique aussi l'intentionnalité, mais je vous l'ai dit, tout se tient. Ce qui explique que les témoins font partie de la manifestation, ce qui explique l'intentionnalité, et ce qui explique beaucoup d'autres choses aussi. Il faut absolument chercher à comprendre pourquoi cette intelligence communique, si on veut, avec nous par le biais de nos structures mentales et culturelles. Eh bien, c'est en partie mon travail aussi de faire ça. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Alors, je pense que le mimétisme OVNI est également un élément central de l'interaction de cette intelligence avec nous, au même titre que les rencontres rapprochées, avec lesquelles elle est d'ailleurs très liée. Je suis l'auteur d'une théorie de l'espace-temps que j'ai publiée depuis 2009. Jacques Vallée est venu me voir en 2011, très intéressé par mon premier livre, et c'est de là que j'ai compris effectivement l'intérêt que pouvait avoir cette théorie pour la compréhension du phénomène OVNI. C'est-à-dire que j'ai une théorie de l'espace-temps flexible ou de la double causalité, ce qui revient au même, c'est-à-dire qu'on part
l'hypothèse qui est mainstream en science, que le futur est déjà réalisé, mais on le rend flexible, chose qui n'est possible qu'à condition que des modifications locales dans l'espace-temps n'entraînent pas un bouleversement complet du futur, ce que j'ai démontré par des calculs et publié dans des revues à comité de lecture. Cette théorie permet d'envisager la possibilité que les ovnis, les engins, les vaisseaux, tout ce qu'on veut, proviennent de l'extérieur de l'espace-temps, même s'ils partent d'une réalité analogue à la nôtre, qui pourrait être une autre planète, pourquoi pas. Mais pour arriver à comprendre ces voyages supraluminiques, a priori, il y a plusieurs possibilités que la physique nous offre. Bon, c'est hyper spéculatif. Il y a la téléportation, il y a les trous de verre, etc. Et je pense que c'est plus de l'ordre du trou de verre, sauf que notre compréhension des trous de verre aujourd'hui nécessiterait une énergie absolument fantastique et on ne voit pas comment un engin pourrait créer ça. Sauf que j'apporte une nouveauté au dossier qui est l'hypothèse de la bulle macroquantique, c'est-à-dire de la bulle quantique macroscopique. Et donc c'est une hypothèse qui consiste à dire qu'on peut technologiquement parvenir à contrer le phénomène de décohérence. Le phénomène de décohérence, c'est ce qui fait que le monde tel qu'il nous apparaît, la réalité, n'est pas quantique. C'est-à-dire que les objets en temps normal n'ont pas tendance à être partout à la fois, etc. Par contre, on s'aperçoit que nous pourrions très bien vivre dans un monde quantique, mais que quelque chose fait que, et en l'occurrence, ça pourrait être l'observation, ça pourrait être le cerveau, ça pourrait être la conscience, etc. Il y a plusieurs débats là-dessus. Quelque chose fait que nous vivons dans une réalité collective et par l'intermédiaire de nos cerveaux, nous nous contraignons à vivre tous collectivement la même réalité. Et c'est le mécanisme de décohérence qui permet, à partir d'un monde multiple par essence, de fabriquer une seule réalité. Et donc si l'on parvient à contrer ce mécanisme au moyen d'une technologie que je vais décrire durant ma conférence, on peut arriver à ce moment-là à créer une bulle macroscopiquement quantique et ça permettrait d'expliquer toutes les caractéristiques du phénomène qui défie apparemment les lois de la physique. Justement, le fait de fabriquer une bulle macroquantique permet de se retrouver hors espace et hors temps, en situation quantique, et là on est dans un univers non local où, d'après moi, la destination est adressée vibratoirement. Vibratoirement, sous-entendu, je parle de vibration du vide. Mais là, on commence à rentrer dans des choses très spéculatives qui sont liées à la conscience, aux dimensions vibratoires supplémentaires de l'espace-temps, etc. D'accord ? C'est un petit peu complexe à développer. On peut aussi se contenter de considérer le modèle du trou de verre en disant qu'il est possible de fabriquer un trou de verre sans requérir une quantité faramineuse d'énergie. Alors je ne pense pas que je quitte le domaine de la physique, je pense que c'est la physique qui doit intégrer la conscience. J'ai écrit plusieurs ouvrages pour parler de la physique de la conscience. Et si on veut le comprendre très simplement, il suffit de considérer que l'espace n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire l'espace n'est pas un contenant. Il n'existe pas de contenant autre que la conscience du contenu. C'est-à-dire qu'il y a trois choses. Il y a le contenu, l'espace et la conscience du contenu dans un espace. Supprimons l'espace, c'est inutile. En informatique, si vous voulez créer une simulation de la réalité, vous n'avez pas besoin d'espace. Il vous suffit de la conscience du contenu. C'est à partir de ça qu'on peut arriver à comprendre comment la conscience joue un rôle en physique. Et aujourd'hui, c'est quasi mainstream, c'est-à-dire que les physiciens les plus avancés ont compris que l'espace et le temps étaient des notions émergentes. Émergentes, ça veut dire qu'ils ne sont pas fondamentaux, ils sont construits. C'est la conscience qui
recréer les notions d'espace et de temps à partir d'un univers d'information. C'est un phénomène qui est totalement matériel, à la fois matériel et conscientiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre matière et conscience. On va dire que j'ai l'habitude de résumer ça en disant que la matière est de la conscience cristallisée. C'est-à-dire qui n'évolue plus, qui n'est plus rendue malléable, qui est stabilisée sous différentes formes. Si on invoque le phénomène de résonance, par exemple, on arrive à comprendre cette image de cristallisation. Il y a une interaction entre la conscience et le phénomène. C'est-à-dire que le fait de voir, d'assister au phénomène, induit une interaction avec le phénomène. D'accord ? C'est un petit peu comme... c'est-à-dire un ovni, finalement, c'est quelque chose qui crée une dédensification locale de l'espace-temps, qui met l'ensemble de l'ovni et ses occupants en situation analogue à une conscience qui est hors du corps. On sait que, par exemple, dans les expériences de mort imminente, si on accepte l'idée qu'elles ne sont pas créées par le cerveau, bien sûr, la conscience voyage. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que cette technologie permet de créer une bulle quantique, elle prend l'information du vaisseau et de ses occupants et elle les retire de l'espace-temps, c'est-à-dire que l'information n'est plus intégrée à l'espace-temps et elle se retrouve, à condition que, évidemment, le pilote et le vaisseau soient organiquement reliés, enfin vibratoirement reliés, dans la même situation qu'une conscience voyageuse. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et on sait que dans cet au-delà, hors espace-temps, on n'a pas du tout la même physique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est pensé arrive immédiatement, où on ramène à soi tout ce qui est pensé. Et donc c'est cela qui expliquerait donc l'interaction entre le témoin et l'OVNI, dans la mesure où le témoin se retrouve plus ou moins partiellement dans la bulle, et ça génère une situation hors espace-temps qui engendre cette communication. Moi, j'ai une conclusion générale qui relie les ovnis avec les expériences de mort imminente, sortie de corps, perception extrasensorielle, synchronicité, etc., en considérant la conscience comme un système de navigation. C'est-à-dire que notre conscience, on nous a habitué à l'idée qu'elle était produite par le cerveau. Non, c'est pas du tout ça. C'est autre chose. Le cerveau est un habitacle. Et à l'intérieur du cerveau, elle conserve ses propriétés de système de navigation, mais elle est obligée d'utiliser le tableau de bord du cerveau, alors qu'à l'extérieur du cerveau, elle navigue librement. Donc, c'est ce qui explique, c'est-à-dire que la conscience est capable de relier vibratoirement tous les points de l'espace et du temps, potentiellement. La partie vibratoire de la conscience qui subsiste, hein, qui est capable de se délocaliser, et pas la conscience analytique qui, elle, est générée effectivement par la contrainte du cerveau qui agit comme un habitacle. Cette vénération du matérialisme nous a fait négliger les éléments immatériels de notre condition. L'humain naît avec un désir d'infini. L'embryon, qui deviendra un fœtus plus tard, a déjà des vies karmiques, l'intellectuel, l'émotionnel. Je faisais une sortie de corps, que j'allais voir ce qui se passait chez mes parents. Je vérifiais après. Pour nous, c'est clair que Nicolas est capable d'obtenir des informations sans utiliser ses 5 sens. D'un côté, c'est ouvert et de l'autre côté, c'est verrou. Peut-être qu'il va falloir ouvrir ce verrou. Quand on veut comprendre le mystère de l'eau, il faut d'abord comprendre que chaque chose dans notre monde physique émet une signature électromagnétique. Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme,
À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes. Marie-Madeleine, elle m'a réconciliée avec mes émotions. Être aligné, être ancré, c'est être ancré dans le vivant. Elle va nous dire « Réveille-toi, ose y aller ». Elle reste individualisée, c'est-à-dire chaque conscience a une composante vibratoire qui lui est propre et qui lui permet d'adresser une destination qui lui est propre, parce que sinon on adresserait chacun les autres destinations pour tout le monde. Non, la conscience. Au niveau de cette signature vibratoire, la physique nous apporte des éléments très intéressants. Si je cite par exemple la théorie des cordes, qui chiffre carrément le nombre de signatures vibratoires, en admettant que ce sont des cordes vibrantes, à 10 puissance 150, ce qui donne un potentiel considérable d'adressage. Donc il n'y a pas à s'étonner de la capacité de la conscience à adresser soit sa ligne temporelle propre dans le futur, soit une situation hors espace, hors temps, ou éloignée dans le temps et dans l'espace qui l'intéresse en propre. La retombée principale, c'est le changement de paradigme et de dire que tout part de la conscience. C'est-à-dire que nous nous sommes trompés sur la nature de la réalité en partant de la matière. Moi, je suis cartésien. C'est-à-dire que je pense que Descartes avait raison lorsqu'il dit « je pense donc je suis ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « je pense donc je suis conscient ». On a oublié de le préciser. C'est-à-dire qu'il faut partir de la conscience. Alors que cette matière-là que je touche, il n'est pas du tout évident que ça existe réellement. En tout cas, pas tel que je le perçois. C'est pas du tout la même chose concernant ma conscience. Ma conscience, elle l'est. On ne peut même pas la définir parce que c'est ce par quoi j'appréhende le monde. Si on voulait définir mentalement ce qu'est la conscience, on ferait une énorme erreur parce que le mental lui-même est quelque chose d'illusoire. Toutes nos représentations mentales de la réalité sont illusoires et la matière en fait partie. Alors que si on part de la conscience et que l'on dit que nous vivons dans un univers d'information, parce que ça, c'est une évidence qui s'impose à nous. Conscience, information, cette information est faite de quoi? Elle est faite de vibrations, encore une évidence qui s'impose à nous. Information, vibration, énergie, encore une évidence qui s'impose à nous. Et on remplace l'espace, le temps et la matière par l'information, la vibration et l'énergie. Et là, on rentre dans une description objective du monde qui passe paradoxalement par la subjectivité de la conscience. Alors, qu'est-ce qui me fait penser que cette bulle quantique, c'est la bonne théorie? C'est le fait que les UAP défient non seulement la gravité, mais aussi la thermodynamique. C'est même probablement l'aspect le plus important dans cette affaire. On sait que ce phénomène, il n'y a pas de dégagement de chaleur, il n'y a pas de résistance à l'air ni à l'eau, il y a des déplacements anti-gravité, etc. Enfin, vous avez déjà entendu parler.